avait des grands banquets. Et à un moment, dans ce grand banquet, il y avait des pâtés énormes qui arrivaient comme ça. Et dedans, il y avait des groupes de musiciens qui sortaient. Il y avait des chars aussi, de fleurs. Enfin, chacun se faisait, c'était un peu la jet set de l'époque, hein, et toutes ces cours rivalisaient de magnificence, rivalisaient d'ingéniosité, et les artistes de l'époque, les peintres, les gens comme Léonard de Vinci, qui avaient aussi des connaissances d'architecture, d'ingénieurs, tous ces gens-là participaient à la réalisation de ces fêtes. À la fois aussi, c'était le début de l'humanisme. Il y avait toute une réflexion nouvelle qui se faisait avec l'arrivée, la redécouverte des auteurs latins. Et cette période très riche intellectuellement et artistiquement était aussi une période où ces personnes-là, commanditées par des princes, des ducs, des rois, cherchaient à développer des thèses, des théories, et en même temps à montrer et à magnifier toute cette vie de cour qui était la leur. Alors, les grands carnavals, les grandes fêtes qui se déroulaient à cette époque-là, comme on les retrouve sur les fresques des palais et des églises de l'époque, on les retrouve aussi sur ces cartes enluminées qui, petit à petit, avec le développement de l'estampe, deviendront ce que l'on a aujourd'hui. Il y a eu deux courants, donc le courant du tarot de Marseille, qui est resté avec l'iconographie italienne ancienne traditionnelle, modifiée entre l'enluminure et l'estampe. Ben, il y a un monde, forcément. Il a fallu simplifier, on a perdu énormément de symbolisme, on a perdu énormément même de l'esprit du jeu premier. Et puis de l'autre côté, avec le développement de l'estampe, on a eu un jeu par contre plus populaire, qui s'est simplifié, qui s'est modifié au niveau des régions. En France, il a été rediffusé en Italie. Du côté de l'Est de la France et de l'Allemagne, il a pris aussi une autre tournure, etc. Donc, ça c'est un peu le volet qui concerne l'histoire du jeu en elle-même. Hein. Et là, je voudrais vous montrer un tableau. Donc, en résumé, et là je vais peut-être vous montrer quelques cartes. Là. Voilà. Un peu italienne de l'époque, pour vous montrer un peu ce que pouvaient être ces tarots à la charnière entre les fameux tarots de princes, des enluminures, des chefs-d'œuvre, véritablement dorés à leur fin, peinture à l'œuf, vous savez, des chefs-d'œuvre, d'ailleurs qui ont pu durer certains jusqu'à maintenant. Et puis, vers le XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu le dessin s'est figé, s'est simplifié, s'est modifié parfois. Et puis, il y a eu de nombreux jeux que l'on retrouve à l'identique encore aujourd'hui en Italie. Les Italiens encore jouent avec ces jeux, comme le tarot de Marseille, ils jouent encore à certains jeux avec ces mêmes dessins, plus simplifiés et un peu idéalisés. Alors, je vais vous faire circuler 2-3 jeux de tarot piémontais qui sont encore en usage aujourd'hui, et qui ont été l'inspiration, la source de ce que l'on appelle, nous, le tarot de Marseille. Mais Marseille, c'est un terme usurpé, en fait. Alors, ça peut plaire ou ne pas plaire, ce que je dis, mais c'est un fait. Il n'y a pas eu de production cartière à Marseille avant peut-être le début du XVIIIe siècle. Et bien avant Marseille, les cartes étaient fabriquées à Lyon, étaient fabriquées à Avignon, étaient fabriquées dans bien d'autres villes. Elles proviennent bien d'Italie, et ce n'est qu'une reprise tardive. Marseille, c'est une production cartière très très tardive. Pourquoi on a fini par nommer ces cartes tarot de Marseille? Je ne sais pas trop, ça fait partie des mystères du développement de certaines choses.
Peut-être parce que le courant occultiste au XIXe siècle, à travers Papus, à travers certains grands auteurs comme cela, ont vulgarisé cette terminologie. On a fini par l'appeler tarot de Marseille, mais il aurait fallu peut-être plus dire plus justement tarot piémontais. Ou alors, oui, je crois que tarot piémontais aurait été beaucoup plus judicieux. Voilà. Alors mon tableau est petit, oui, je sais. J'ai pas plus grand non plus. Mais ça nous aidera peut-être un petit peu. Voilà. Visse-les en haut. Je sais qu'il y aura. Voilà, parfait. Voilà. Vous l'approchez un peu. Voilà. Alors, on va faire bref et on va complexifier un petit peu. On va faire bref. Au niveau du temps, Il te reste encore une vingtaine de minutes. Parfait, voilà, c'est bien. On va faire bref, mais comme c'est important d'aborder cette partie-là, c'est un petit peu complexe peut-être, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on distinguait encore 3 catégories de tarot à enseigne italienne, d'après le nombre de cartes. Il y a le tarot de Venise, qui a 78 cartes, le tarot de Marseille, dont vous avez eu quelques représentations ici. Mais par contre, à Bologne, on joue aussi avec un jeu de tarot qui n'a que 62 cartes, qui a été réduit. Parce que déjà à l'époque, on trouvait qu'il y en avait beaucoup. Mais en même temps, les gens ont produit des tarots. Et ils l'ont produit avec leur sensibilité, donc il y a des modifications sur le dessin, déjà, qui se produisent dans cette ville-là. Et puis alors, la fin du fin, c'est qu'il y a un troisième courant, que l'on appelle le tarot de Florence. Et à Florence, vous connaissez la cour des Médicis, c'est des gens férus d'astrologie, une ville phare de la Renaissance. Eh bien, à Florence, on va encore, au lieu de réduire le jeu, on va le complexifier. De 78, il passe à 97 cartes. On rajoute des cartes, mais oui, authentiques, et on jouera à ce jeu, c'est le Minciat, et on joue encore dans certains coins d'Italie. C'est très local, hein, je vous dire franchement. Ça s'est aussi exporté en Sicile, où la Sicile l'a encore modifié d'ailleurs. Donc ce jeu à 94 cartes est un troisième courant, hein, Minciat. Alors là, il y a un nouveau symbolisme qui s'est rajouté, ce sont des cartes sur l'astrologie, les éléments, voilà, toute cette philosophie d'humanisme chrétien de la Renaissance. Et donc, là, ici, vous avez ces 3 courants, hein, qui sont ainsi nommés. Et alors, l'importance de dire cela, c'est que l'ordre de ces tarots, qui est les cartes numérotées que vous avez aujourd'hui dans ce fameux tarot dit de Marseille, qui est utilisé par l'occultisme principalement, maintenant plus pour le jeu en France, encore pour le jeu en Italie. Eh bien, cette numérotation est tardive. Elle date aussi 16e, 17e siècle, parce qu'au départ, les cartes n'étaient pas numérotées. Au 15e siècle, au 16e siècle, on ne numérotait pas les cartes. Les gens connaissaient, je ne sais pas comment, mais l'ordre des cartes d'une certaine façon, mais on ne numérotait pas les cartes. La numérotation. Est-ce qu'il y avait le nom par contre? Le nom, c'est pareil. Le nom est venu aussi tardivement. C'est d'ailleurs le nom, c'est devenu une habitude française. Quand ils ont reçu les cartes d'Italie au début du XVIe siècle, ils ont commencé, en effet, certains quartiers de Rouen, certains quartiers de Paris et de l'Est de la France, de Strasbourg, ont commencé à, parce que je pense que c'était complexe, ils ont commencé à notifier le nom de ces cartes, et petit à petit, justement, on a fini aussi par numéroter. Mais cette numérotation, justement, par rapport à ces 3 courants, le premier courant qui est à gauche, c'est le courant qui vient de Ferrare, qui est peut-être le plus ancien. On n'en a que des traces littéraires. On n'a pas de carte réellement, puisqu'il n'y a pas de numérotation en plus. C'est un manuscrit particulièrement d'un moine qui jetait un peu l'anathème sur les jeux de cartes.
qui a donné ce premier ordre, où on voit justement, et là je vais en parler plus longuement bientôt, on voit que ce premier ordre est tout à fait différent de celui traditionnel, qui est le dernier ordre, qui est celui de Milan, milanais, piémontais, qui est l'ordre qui est celui aujourd'hui de l'occultisme, du tarot de Marseille. Entre les deux, il y a un ordre un petit peu intermédiaire qui est celui de Bologne, de Florence, qui est encore un petit peu intermédiaire. Et on voit surtout que justement, il y a un mouvement de certaines de ces cartes qui se sont passées. La papesse, par exemple, ici on voit très très bien qu'il y avait un ensemble de deux premières cartes, le fou et le battleur, qui commençaient la série, et puis ensuite venait une suite de 4 cartes qui étaient la représentation du pouvoir un peu de l'époque, avec toujours une moquerie un peu carnavalesque, puisqu'il y avait une papesse et un pape, une impératrice et un empereur. Hein, cet ordre premier tel qu'il était nommé du côté de Ferrare et de la cour des Est, où on pense certainement que les tarots ont dû provenir à l'époque. Et après cette suite de 4 personnages qui représentent un peu le pouvoir temporel, il y avait une autre suite de 4 cartes, la tempérance, l'amour, le char, le triomphe et la force, qui représentaient les vertus, le côté moral exemplifié. Et puis ensuite, vous avez une autre suite de 4 cartes, la roue de fortune. La roue de fortune, ça on en a tous un peu une idée, je pense, du symbole de cette roue de fortune. Et on a ensuite un ermite, un pendu et la mort. Alors le pendu, c'est pas un pendu traditionnel, c'est un pendu par un pied, parce qu'en fait on ne pendait pas les gens par les pieds, ça aussi c'est un mythe. En Italie, traditionnellement, quand une personne avait commis une trahison ou avait manqué à son devoir de soldat ou autre, de prince, peu importe, eh bien on représentait cette personne sur des grandes tentures, sur des grandes peintures, qui étaient exposées dans la ville. C'était une marque d'infamie, en quelque sorte. Hein. Et puis le nom de la personne était nommé, enfin il était exilé, voilà. C'était une punition plus grande à l'époque pour les gens d'être ainsi jetés en discrédit que même de les punir physiquement. Donc le pendu n'est pas un pendu. Il n'y a que quand ces jeux arriveront en Sicile que ce pendu redeviendra un pendu ordinaire, parce qu'en Italie du Sud, cette pratique n'était pas du tout courante. À la cour de Naples, hein, qui était gérée différemment, ce n'était pas du tout la tradition. Après, alors là, donc nous avons, on a dit les 4 grandes vertus morales, et après, donc entre la fortune, l'ermite qui représente le temps, le pendu qui représente l'infamie, le discrédit, et puis la mort, ce sont les grandes forces, les grandes imprécisions de l'époque qui peuvent frapper l'homme. Viendront ensuite 2 autres cartes très importantes, le diable et la maison Dieu, qu'on appelle dans le tarot de Marseille le diable et la maison Dieu. Mais là encore, le diable et la maison Dieu, ce n'est pas c'est un sens. Il faut bien se dire qu'à l'époque, le monde de l'Europe était beaucoup plus, ressemblait davantage au Proche-Orient, je dirais, que... Excusez-moi, je ne comprends pas tout, je peux sortir. Oui, mais excusez-moi, oui, c'est pas facile, hein. Oui. À une prochaine fois, j'espère. Merci. Donc, le monde chrétien du Moyen-Âge à l'époque ressemblait beaucoup plus au Proche-Orient, dans le sens que c'était un sorte de totalitarisme religieux qui gérait toute l'Europe. Il faut s'imaginer une chose, et moi ça m'a toujours paru incroyable, et ça ne remonte pas si loin. Tout le monde connaît par exemple le tableau de l'Angélus de Millet, au XIXe siècle.
Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'on voit un paysan, un couple de paysans qui font la prière à l'Angélus le soir. Ben, imaginez, c'est comme l'appel de Muezzin au Proche-Orient, 5 fois par jour. Eh bien, en Europe, à cette époque-là, 5 fois par jour, on était rythmé par matine, nonne, l'Angélus, je ne sais pas quoi, etc., etc. L'hébraïsme, la vision chrétienne englobait toute la société. Et justement, ces princes de l'Italie, de ces grandes cours, en même temps qu'ils étaient des personnes parfois complètement amorales et violents et autoritaires, c'était en même temps des personnes qui étaient toujours prêts à aller à l'église et toujours prêts par les grands artistes à se créer des livres d'heures ou des choses comme ça. Ils étaient imprégnés de cet idéal chrétien, et cet idéal chrétien était aussi politiquement la motivation des grands empereurs, parce que depuis Charlemagne, l'empire chrétien n'a pas cessé d'être réactivé successivement, que ce soit par Maximilien, par Charles Quint. Ça a toujours été cette idée d'un monde idéal, d'une nouvelle Jérusalem, et quelque part, le monde chrétien se prenait vraiment comme une deuxième Israël. Hein. Ils avaient vraiment cette vision, c'est ce qui imprégnait cette société, et encore juste très tardivement, malgré les Lumières, malgré la Révolution, ce sentiment a encore perduré. Mais à cette époque-là, au niveau des jeux, c'était encore très prégnant, très présent. Et cette carte du diable et de la tour représente en fait ce moment qui fait partie de l'idéal chrétien, au cœur de l'idéal chrétien. C'est celui qui est exprimé dans la Genèse par la chute, hein, ce mythe de la chute, où on voit Adam et Ève qui sont expulsés du paradis, et c'est cette carte ici de la maison Dieu qui représente ce châtiment, ou Sodome et Gomorrhe, qui en est la conclusion en quelque sorte, qui représente cette expulsion avec un ange au glaive de feu, ange qu'on retrouvera un petit peu plus tard au moment du jugement dernier, qui reviendra avec le glaive de vérité pour apporter le salut et l'espoir au monde chrétien. Donc ces deux cartes représentent en quelque sorte le cœur de la pensée de cette époque-là, de la pensée philosophique, religieuse, spirituelle, et qui les marquait à cœur, en quelque sorte. Après ces deux cartes, on verra trois cartes cosmologiques, la Lune, l'étoile, le Soleil, qui, elles, représentent pas simplement le côté cosmologique, un peu de la vision de l'époque, où les astres avaient une grosse influence, etc., mais ça représente peut-être plutôt aussi la société, au sens des puissances, des groupes de connaissances, des choses comme ça. C'est plutôt symbolique, c'est plutôt dans un sens symbolique. Et puis en dernier, on aura trois cartes qui sont là, qui sont justement le jugement, la justice et le monde. Le monde, alors là, justement, je vais prendre, pour illustrer plus mon propos rapidement et terminer en beauté, j'espère. Voilà. Je vais prendre quelques cartes, voilà, pour vous redéfinir un peu ces choses-là. Voilà. J'ai ici des cartes de ces tarots vénitiens du XVe siècle de Milan. Hein, ce qu'on appelle de la cour des Visconti Forza. Voilà. Grande famille ducale qui étaient des familles, comment on appelle ça, le leadership de l'époque. Hein, voilà, le leadership. Donc on voit que le fou de ces cartes-là, je vais faire circuler cette carte-là, voilà. Le fou de cette époque représente beaucoup plus un homme primitif, n'est pas du tout un amuseur ou un jongleur ou quelque chose comme ça, c'est vraiment l'homme primitif. Et on pense plus à Gargantua,
on pense à des choses comme cela. C'est la force première, c'est la force vitale. On voit que derrière, il y a, ici j'ai une autre représentation de cette carte qui justement fait partie de l'exposition l'exposition de 2009 qui est toujours en ligne. C'est laquelle? Ça justement, c'est le fou. D'accord. C'est la carte sans nom, la non numérotée de la 22e carte ou la carte 0 hein, qui représente et qui est exactement identique à celle-là. On voit là on a vraiment l'idée de Gargantua, du grand géant, et puis en même temps il y a un érotisme, une truculence. Hein, on voit l'idée des bourses. Bon, voilà. Sur les trois fous. Comment? Sur les trois fous, là. Ce sont différentes cartes qui représentent la même illustration du fou à différentes époques, mais qui sont à l'origine de ces cartes du tarot de Marseille. Mais on voit que l'idée donc de ces premiers tarots italiens, avec la dégénérescence et la perte du symbole à travers la navigation en quelque sorte de ces cartes, aussi la réalisation par l'estampe. L'estampe est aussi une technique. L'estampe avec la gravure sur bois demande aussi, amène automatiquement une perte de la définition. Vous ne pouvez pas représenter ce que représentait un artiste par la peinture au trait sur une enluminure, vous ne pouvez pas représenter ça sur une carte. Et puis les quartiers, finalement, ils se simplifient la vie. Hein. Donc au bout d'un moment, ils se disent, bon, il y a un gars là, comme ça, là, on fait simple. Voilà, non mais on fait simple, c'est ça. Ici, vous avez par exemple cette carte du battleur. Le battleur, c'est beaucoup plus la personne qui jouait au bonito, vous savez, à l'époque, qui trompait un petit peu les gens avec des jeux d'argent, des choses comme ça. Voilà. Derrière, vous avez justement des gravures de ces premières planches de jeu. Certaines sont assez abîmées, qui datent du XVIe siècle. C'est des très très belles couleurs, des très très beaux jeux. Dans ces dernières cartes que nous avons ici, qui sont justement la carte du jugement, on voit bien que là, on est dans la définition de l'Apocalypse, où c'est l'ange du jugement dernier qui vient ressusciter les morts. On voit qu'on est complètement, et pas du tout dans une tradition humaniste, latine ou quoi que ce soit, on est bien dans une vision chrétienne, d'une société qui est encore pétrie de cet idéal, de cette vision chrétienne. Ça, c'est S'il vous plaît, le mat là-dedans, le mat. C'est ce que tu tiens. C'est le fou, c'est ça. C'est ça, voilà. Cette carte qui n'a pas de numérotation, jamais, même dans le tarot de Marseille actuel. Et la justice, là dont il est question, n'est pas une vertu. Il s'agit bien, non, c'est pas une vertu, et j'en ai vous confondez tout. Non, non, je suis très clair, moi, sur non, non. Oui, non, non, mais il y a deux étapes dans l'eschatologie chrétienne. Il suffit de lire l'Apocalypse, c'est une retraduction de l'Apocalypse, hein, ni plus ni moins. Il y a on lit l'Apocalypse, hein, d'abord au son de la trompette, les morts ressusciteront, etc., etc. Voilà. Et ensuite viendra la justice divine. À ce moment-là, c'est là où le Christ viendra avec une verge de fer, il jugera les vivants et les morts. Je cite de mémoire, hein, voilà. Je cite de mémoire. Et donc la justice dont il est question, et c'est justement il y aura un changement de sens au XVIe et au XVIIe siècle, où justement avec le développement politique et l'importance, la diminution du rôle de l'Église par rapport au pouvoir politique, la justice perdra son rôle qu'elle avait de providentielle, de vision justement de justice divine, pour redevenir, elle remontera dans la liste, dans le tarot de Marseille, elle reprendra une place plus élevée, on la remettra comme une vertu plus humaine, plus politique, et on verra une justice humaine. Alors qu'au départ, ici, il s'agit bien d'une justice divine. C'est un ange, c'est une personne qui représente un idéal justement christique. Hein. Après le jugement, oui, voilà, il y a, et donc en finale, après justement le jugement et la justice, il vient la Nouvelle Jérusalem, c'est cette dernière carte du monde, hein, avec les 4 évangélistes,
que l'on voit dans le tarot de Marseille, mais qui ici sera simplement une carte qui sera représentée par un ange qui domine cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, comme il est décrit dans l'Apocalypse. Voilà. Donc, très rapidement, la description et quelques courtes explications sur les différences d'ordre que l'on peut trouver dans le tarot de Marseille, mais l'ordre de Ferrare, l'ordre originel premier de ces premiers tarots, a beaucoup plus de sens. C'est une série de 2 principes, 3 x 4 vertus, le monde séculier, le monde politique, les vertus et les aléas de la vie humaine. Et puis ensuite, après les 2 cartes qui représenteront le mal, hein, et la perte du jardin d'Éden, on aura 2 séries de 3 cartes qui représenteront les grandes forces cosmiques et les fins dernières humaines. Fins dernières qui se termineront avec l'espoir de la nouvelle Jérusalem. Donc on voit qu'on est vraiment dans les grandes cours de Florence, dans les grandes parades de Milan, il y avait toujours ces grands carnavals princiers, qui n'étaient pas ceux, bien sûr, du populaire, qui défilaient ainsi avec des empereurs, des papes, des vertus sur des chars de triomphe, etc. Voilà. Écoutez, je vous remercie. On va pouvoir échanger peut-être un peu plus pour ça. J'espère que ça vous a...